Bonjour à... Bonjour à tous et bienvenue à Matin Bonheur. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro de ce lundi 23 mai 2022 de votre émission. Plus que quelques jours pour refermer ce mois de juin et c'est toujours avec le même plaisir, le même bonheur qu'on vous retrouve pour votre matinale, la seule et unique de Côte d'Ivoire qui conserve ses fondamentaux. Dans quelques petites secondes, vous aurez la météo suivie du flash d'information qui sera servi par Régis Kofi. Nous sommes lundi aujourd'hui. Eh bien, merci d'être en notre compagnie et surtout, merci de faire corps avec nous pour ce programme, je le rappelle, la seule et unique matinale de Côte d'Ivoire. C'est déjà la fête des mères sur les chaînes du groupe RTI. Jusqu'au 29 mai, profitez de nos offres promotionnelles sur une large gamme de produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 46 30 22 97 ou à l'adresse commercial@rti.ci. Elles sont fortes, dynamiques. Aucune femme ne vient au monde pour être maîtresse d'un homme marié. Dans le milieu du showbiz, les femmes, leur nom est déjà gâté. Créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis en 15 à 13h45. Rediffusion les mardis à 8h45 sur RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs, en espérant que vous allez bien. Cette matinée, dans le sud-est, on aura l'arrivée des nuages accompagnés de pluies modérées ou fortes qui évolueront progressivement vers les zones du sud-ouest. Des nuages en dissipation sur les parties nord laisseront de faibles pluies notamment sur le nord-est et le nord-ouest. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Température prévue pour cette matinée, 24 degrés à Bangourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 24 degrés à Dimokro, 23 degrés à Gagnoa, Guiglo et Kong, 25 degrés à Korogo, 24 degrés à Man, 23 degrés à Odjene, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla et Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé et enfin 24 degrés à Touba et à Moussoukro. Pour cet après-midi, après un temps relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays, on aura observé des bourgeons nuageux dans le nord-ouest, le centre-ouest et le nord-est. Des passages nuageux favoriseront localement de faibles pluies sur le littoral au cours de l'après-midi. Les températures prévues pour cet après-midi, 32 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimokro, 33 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Guiglo et Kong, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Man et Odjene, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou et Tiasalé, 33 degrés à Touba et à Moussoukro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le vice-président ivoirien s'est rendu à Tafiré, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'une visite familiale, Timoko Mélié-Koné a rencontré ce samedi les populations de Tafiré pour leur confier son mandat. Parga Sorokone.
Prières et bénédictions pour débuter cette cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Élus, cadres, chefs traditionnels et de communautés, guides des différentes obédiences religieuses, populations des Tafiré et des villes du Hambol ont effectué massivement le déplacement pour exprimer leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de leur région et pour la promotion au poste de vice-président de la République de leur fils Timoko Mélié Koné. Des mots traduits par le premier magistrat de la commune de Tafiré et par le député des sous-préfectures de Badikar, Niendjeka et Tafiré. Chers frères et sœurs, c'est en effet dans l'union, dans la concorde, dans la cohésion que nous réussirons à soutenir le vice-président. C'est ensemble que nous marcherons dans le droit chemin de la Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara, lui aussi fils de Tafiré, est en train de bâtir avec Maestra et Munissi. Excellences, Monsieur le Vice-président, vos frères et sœurs, disposés à travailler à l'unisson, voudraient vous assurer de leur engagement à vous accompagner dans votre délicate et exaltante mission à travers une chaîne de solidarité pour donner encore plus de sens et de valeur à votre marche et à votre démarche au service de la République. Le vice-président de la République a, à la suite de ses parents, exprimé sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs invité les populations à l'union et à la solidarité, sans omettre d'inviter les hommes de Dieu à prier pour le président de la République et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en peu d'années, le président Ouattara a pu faire grandement avancer notre pays sur la voie du développement. D'importantes tâches ont été accomplies. La paix sociale règne. Le dialogue entre frères ivoiriens est une réalité incontestable. Je suis venu solliciter, au-delà des prières, vos bénédictions. Peut-être pour moi-même, mais surtout pour le président Ouattara, votre haut-fils, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci pour ce que vous avez fait hier. Merci pour ce que vous faites aujourd'hui. Et merci pour ce que vous ferez demain, j'en suis convaincu, pour aider le président Alassane Ouattara et son gouvernement à mener à bon port le vaisseau ivoirien. Je souhaite que les invocations que vous pourrez faire pour que le maître du destin de chacun de nous, l'omnipotent, l'omniscient, nous comble des forces et des outils nécessaires pour réussir cette mission. Une motion de soutien et de remerciement a été adressée au chef de l'État. Des présents ont été offerts au vice-président de la République. En fin d'après-midi, Timoko Mélié Koné a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase de l'opération immobilière d'une trentaine de villas de 4 pièces, après les 32 de la première phase déjà sorties de terre. En bref et en image, le Premier ministre Patrick Hachi est toute cette semaine à Davos, en Suisse. Le chef de gouvernement prend part à la réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient du 22 au 26 mai prochain. À son agenda, plusieurs activités pour promouvoir la destination en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo à suivre dans nos prochaines éditions. Quel est l'état d'avancement des travaux de la côtière, longue de 350 km? La route qui part d'Abidjan à Grand-Bérébi en passant par San Pedro est en réhabilitation. Elle va coûter 308 milliards de francs CFA. Les travaux, je le disais, sont en cours. C'est ce que nous apprend Michel Mambo, qui a suivi une mission d'évaluation. Regardons. Carrefour Jacquesville-Grand-Laou en passant par Dabou, 93 km. Les travaux de réhabilitation de cet axe sont en cours. Après le recyclage, place à la stabilisation de cette section avant de tirer le bitume. Le dégagement des emprises, le terrassement, la chaussée, l'assainissement et le drainage se poursuivent. Aujourd'hui, les cadences observées sont tolérables, mais on a recommandé à l'entreprise de mettre tout en place
pour augmenter, pour obtenir des cadences beaucoup plus sérieuses afin de finir les travaux dans les délais. Nous avons réussi cette année, avant les saisons des pluies, à traiter tous les points bas, à installer 23 ouvrages et à les remblayer. Nous avons aussi réussi à lancer et à prendre beaucoup d'avance sur la production des agrégats qui vont être nécessaires à la route. Et nous avons maintenant les opérations en cours sur le trajet lui-même. La section Grand Laou-Fresco, 75 km. L'heure est à la stabilisation des couches. Les remblais techniques sont aussi en pleine exécution. Les travaux avancent sûrement. Mais le constat qu'on a fait aujourd'hui, en tout cas, tout se passe bien. Et toutes les entreprises sont au stade de la mise en place des couches de chaussée. Donc bientôt, d'ici décembre, je pense qu'on va ouvrir le sud du Noir, en tout cas jusqu'à Grand Bérubi. C'est pour dire un peu nos satisfactions, malgré les quelques difficultés que les entreprises ont sur le terrain. La côtière, c'est une enveloppe globale de 308 milliards de francs CFA pour redonner à cette route son lustre d'antan. Les communes traversées bénéficient au total de 46 km de voirie urbaine. Réception des travaux dans environ 6 mois en décembre 2022. Hier, un immeuble R+2 dans le quartier d'Angré Betsikwa s'est effondré. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le constat de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Cocody, quartier Bessikwa, dimanche 22 mai. Ce bâtiment R+2 en construction s'est effondré ce matin vers 7 heures. Des gravats de pierre et de métaux, une idée de l'ampleur du sinistre. Mais heureusement, aucune perte en vie humaine selon les secours trouvés sur place. Nous sommes arrivés, on a créé un périmètre de sécurité. Après le périmètre de sécurité, on a fait des recherches, des reconnaissances. Pour question de victimes, il n'y a pas de victimes. On a eu à interroger les riverains qui nous ont informé effectivement que les travailleurs utilisaient le site du lundi au vendredi. Et les samedis, après-midi, dimanche, c'était férié pour eux. La bâtisse présentait quelques inquiétudes, vérifiées par la suite. Les riverains, réveillés au son du bruit de l'effondrement, disent avoir déjà interpellé le propriétaire sur d'éventuels signes précurseurs d'affaissement de la construction. Monsieur qui est juste à côté de moi, qui a interpellé à plusieurs reprises le propriétaire. D'ailleurs, à 3 reprises, sa clôture cassée, qu'il a repris. Et avec le président du quartier, nous avons essayé de mettre en place quelque chose pour pouvoir interpeller ceux qui ne respectent pas les normes. Donc nous étions dans la procédure et puis le drame est arrivé. J'ai remarqué que ces derniers temps, le ministère est vraiment à pied d'œuvre, puisqu'il y a beaucoup de constructions dans la zone où je vois les peintures dessus. Et je pense qu'il faut que l'État les accompagne en leur donnant les moyens de réagir. L'effondrement du bâtiment n'a impacté aucune habitation des alentours. N'empêche, les riverains plaident pour des mesures encore plus vigoureuses en matière de respect des normes de construction. Selon des sources sécuritaires, le propriétaire de l'immeuble a été mis aux arrêts par les forces de sécurité. Dans le reste de l'actualité, la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale le 22 avril dernier. C'est le 2e pays au monde à prendre cette décision après le Salvador. Cette initiative intéresse les acteurs du Bitcoin. C'est dans ce contexte qu'une dizaine d'acteurs du secteur va se rendre à Bangui dans les prochains jours sur l'invitation des autorités centrafricaines. L'initiative évoque notamment la participation à une conférence débat. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Voilà, merci à Régis Kofi pour ce premier point de l'information dans lequel on a tous vu l'immeuble qui s'est effondré aux 2 plateaux. Régis, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Oui, à Angré, pour être précis, Angré Bessikwa. Oui, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, heureusement. C'est le lieu également d'interpeller les populations, parce que nous sommes en pleine saison des pluies. Oui. C'est le lieu d'interpeller les populations à quitter les zones à risque, mais également à dénoncer ce genre de pratique. Justement, à dénoncer ce genre de bâtiment, parce que vous l'avez vu dans l'élément, le bâtiment s'affaissait. Oui. Donc, déjà, il faut dénoncer. Et également, les propriétaires, ceux qui construisent ce genre de bâtiment, il faut mettre du sérieux.
Franchement, il faut mettre du sérieux parce qu'on a vu dans l'élément les fers qui étaient utilisés pour ces bâtiments-là, franchement, ils étaient tellement petits qu'on se demande comment jusqu'à présent ce bâtiment-là a pu tenir. En tout cas, Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Merci, Régis. On te retrouve tout à l'heure pour les autres points de l'information. Merci d'être en notre compagnie. On l'a dit, lundi 23 mai 2022. On espère que vous êtes déjà debout. C'est l'objectif ici au cours de cette émission. Vous donner l'énergie nécessaire pour vous lever et aller vaquer à vos occupations. À présent, on vous propose le sommaire illustré. Voilà, au cours de ce programme, bien évidemment, on aura les infos jour J pour tout savoir sur ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde. Et on continuera à dérouler plutôt notre programme pour vous proposer du sport avec le fitness. Aujourd'hui, on aura coach Marine Noël voilà, qui vous dira comment prendre soin de votre corps. Et on poursuivra, on vous proposera combien ça coûte pour tout savoir sur les coûts dans nos différents marchés ici en Côte d'Ivoire. Et on aura aussi les appels WhatsApp, on espère en avoir aujourd'hui pour vous permettre de vous exprimer au cours de cette émission parce que c'est avec vous et pour vous que nous la faisons. Et on aura la revue de presse, plutôt revue des titres aujourd'hui pour vous donner la quintessence des sujets traités par la presse nationale. Et on poursuivra dans le déroulé de notre conducteur. On aura aujourd'hui Instant Vérité, ce sera en direct avec une dame qui viendra nous parler de précarité menstruelle. Vous saurez tout sur ce thème et on aura aussi la chronique sport. On est lundi aujourd'hui. On recevra un Gamblé Konaté pour nous dire ce qui s'est passé voilà, dans l'univers sportif au cours de ce week-end. Et puis, on refermera cette émission avec Matin Express. Merci d'être avec nous et à présent, on vous permet de savoir ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde en ce lundi 23 mai 2022. Voilà, on démarre avec la Biennale d'art contemporain de Dakar qui a ouvert ses portes depuis le 19 mai 2022 et qui refermera ses portes le 21 juin 2022. 14e édition de cet événement devenu la plus grande manifestation du genre sur le continent et s'est ouverte à Dakar, la capitale sénégalaise, on l'a dit, le 19 mai 2022 et c'est le président de ce pays, M. Macky Sall, qui a ouvert cet événement qui va jusqu'au 21 juin permettre aux artistes contemporains du continent de s'exprimer. Autre événement qui a lieu aujourd'hui aussi, qui se poursuit, on le dira, c'est le Forum économique de Davos qui se tient du 22 au 26 mai 2022. Donc depuis hier, le Forum économique de Davos est ouvert et parmi les nombreuses personnalités et chefs de gouvernement et présidents qui participent à cette activité, on a le Premier ministre Patrick Achi qui effectivement et qui présentera à cette occasion la vision 2030 du président de la République Alassane Ouattara à cet événement et il présentera aussi les avancées économiques de la Côte d'Ivoire. Et puis, événement qui se tient aussi aujourd'hui, qui a démarré depuis le 17 mai 2022. C'est le Festival de Cannes, 75e édition de cet événement qui réunit en France, à Cannes, toute la crème du cinéma mondial. Et cette année, pour cette édition 75e du genre, malheureusement, l'Afrique ne présente pas de film en compétition officielle. On espère que dans les années à venir, l'Afrique pourra glaner d'autres palmes d'or comme celles qui ont été glanées par les Algériens Mohamed Lagdar Amina et l'Égyptien Sameh Alla. Voilà, c'est ici qu'on referme cette page pour les infos jour J. On continue à dérouler notre conducteur et on vous propose maintenant d'aller en salle pour faire du sport. Et là, on vous propose du fitness avec coach Marine Noël qui va nous dire comment prendre soin de nous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. Je vous ai déjà dévancé. Aujourd'hui, notre thème, c'est de prendre soin de soi. Prêt? C'est parti. On va séparer les appuis progressivement et la descendre. Descendre, regardez le dos des doigts. Très bien, basculez dans le même sens que moi.
bien. Et là, on pivote légèrement, fléchissez. On revient très bien basculer de l'autre côté. On revient pivoter et la fléchissez. Très bien, on revient progressivement. Dégagez toujours poitrine. On va travailler là les articulations de chaque côté là. 1. Changer de sens là. 1. Changer. 1. Toujours en 4. Changer progressivement. Très bien. On va aller avec les deux épaules vers le haut. Continue, go. On va aller en rotation toujours, épaule avant. Continuez, go. 1 jusqu'à 8, 2. Et là, on va changer de sens, arrière, là. La bouche légèrement ouverte, inspirez toujours et soufflez. On va fléchir là, séparer les appuis, monter, pousser. Sur le côté, contractez les abdominaux, les jambes figées. On va changer de côté, go. On va tourner les bras. Les appuis toujours séparés et nous allons descendre là progressivement. Continuez. 1. Croisez là. 1. Continuez. Go. Relâchez là, on squat. Prenez tout votre temps, les jambes figées. Très bien. Go. Lèvez progressivement, se relever. Là. Relâchez. Voilà, j'espère que ces mouvements qui ont été proposés par coach Marie-Noël vous auront permis de bouger aussi et surtout permettre de vous mettre en forme en ce début de semaine parce qu'on en a besoin. La semaine, elle est encore longue, donc on aura besoin d'assez d'énergie pour pouvoir tenir et surtout pouvoir atteindre nos objectifs, ceux qu'on s'est fixés pour cette semaine. Eh bien, entre autres objectifs qu'on a à atteindre, c'est bien évidemment de se nourrir et on vous emmène sur les marchés pour savoir à combien sont négociés les coûts des denrées que nous consommons. Et voilà, pour ces coûts, on démarre avec les produits vivriers, éléments indispensables pour confectionner tous les mets que nous consommons. On démarre avec l'arachide, dont le kilo se négocie à 900 francs CFA. Petit rappel, les coûts que nous vous donnons, c'est ceux qui sont conseillés par les autorités ivoiriennes. Après l'arachide, on vous propose le haricot vert, dont le kilo est à 1200 francs CFA. Le riz local, ensuite, dont le kilo se négocie à 500 francs
CFA. Et après le riz local, on a le gombo, qui nous permet de faire de belles sauces gluantes à 400 francs CFA le kilo. Et juste derrière, on a le piment, le fameux piment qui va nous permettre d'épicer tous les repas que nous consommons. Et le kilo de piment est à 1100 francs CFA. On a aussi la tomate type salade, dont le prix du kilo est à 700 francs CFA. Ensuite, l'oignon blanc, dont le prix du kilo, lui, se négocie à 500 francs CFA. On a le chou aussi sur cette liste, qui est à 300 francs CFA le kilo. Et la mangue, dont c'est la saison qu'on consomme à satiété et à ravir, à 400 francs CFA le kilo. Ce sont les prix conseillés par les autorités ivoiriennes. Donc, d'un marché à l'autre, comprenez qu'il peut y avoir des changements. Et les coûts que nous vous donnons ici, c'est ceux auxquels il faut négocier ces produits. On passe à présent aux appels WhatsApp. On en a un et qu'on va vous permettre de regarder à présent. Merci d'être en notre compagnie. Coucou, moi c'est Maxime Michel Mala. Alors, je suis fier de ce que vous faites. Je suis calé devant mon écran depuis matin et j'ai suivi Matin Bonheur, l'émission du bonheur, l'émission qui apporte la bonne humeur. Alors, je suis content et je prie que Dieu vous donne toujours la force de continuer puisque vous faites plaisir à la nation ivoirienne, vous faites de bonnes choses et nous sommes fiers de vous. Merci, merci, merci. Voilà, merci à notre cher ami qui fait corps avec nous à travers ce beau message WhatsApp. À présent, on vous emmène à la découverte d'un reportage de RTI 2, reportage dans lequel on parle de la traite des enfants, sujet très important. Et dans ce reportage, on vous propose le trajet de leur retour au pays natal. On regarde. Le jour ne s'est pas encore levé sur Abidjan quand ces enfants sont réveillés de leur sommeil. Au nombre de 7, ces enfants d'origine burkinabé ont été malicieusement amenés en Côte d'Ivoire et exploités par des individus véreux sur un site d'orpaillage clandestin. Bonjour les gars, ça va? Latmel Alain Didier est le directeur de la protection de l'enfance au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est son département qui se charge de la traque des trafiquants et de la résocialisation des enfants. Notre mandat est de prendre soin d'eux et de veiller à ce qu'ils retrouvent leur famille. Alors depuis un moment, ces enfants sont avec nous. Nous avons procédé à la recherche des familles et maintenant que nous avons abouti à cette recherche, c'est pour ça que nous avons planifié leur retour volontaire aujourd'hui même dans leur pays d'origine. Venus pour dire au revoir à ces tout-petits qui regagnent le Burkina Faso, leur pays d'origine, Latmel Alain Didier nous explique le fonctionnement de ce trafic. C'est des personnes véreuses qui ont envie de gagner de l'argent, qui tout simplement s'en vont et trompent ces enfants et leurs parents très souvent. Et c'est pour ça que nous parlons de traite. En situation de traite, c'est quand on arrive à faire une mauvaise promesse à quelqu'un, sur la base d'un dol, on trompe la personne pour lui dire voici des belles promesses. Dans leur cas, on leur a dit qu'il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, il y a des minerais, de l'or, du diamant et tout, et que c'est facilement qu'on les retrouve et donc ils peuvent capter ça. Avant le trajet du retour au pays natal, les enfants bénéficient de quelques conseils. Vous allez retourner, chacun va aller à l'école dans la maison de son parent, il n'y a pas de problème, d'accord? Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous appeler pour dire venez, allons en Côte d'Ivoire encore. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent, on gagne l'argent, il y a l'or, il y a diamant, c'est faux. S'il y a l'or et puis il y a diamant là, moi, il y a creusé premier, il y a tout prendre. Vous n'allez même pas trouver aussi. Hein? Pourquoi depuis là, moi, je n'ai pas gagné ça? Je ne sais pas encore devenir riche et puis vous, petit comme ça, on va vous prendre pour venir creuser le sol pour dire venez, vous allez gagner un diamant dedans. C'est faux, hein? Maintenant, de toute façon, vous avez vu ici les choses là. Si vous partez, vous aussi, vous allez expliquer aux enfants. Vous allez expliquer vos camarades là-bas. De quelle façon on est parti en Côte d'Ivoire, les gens nous ont blagué pour rien. On a souffert, on a trop souffert. Si quelqu'un parle, vous aussi, partez pas. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas en droit de montrer le visage des enfants, ni de les faire parler. Quand vient l'heure du départ, baluchons et sacs en main, nos 7 enfants montent à tour de rôle dans ce véhicule du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui les conduira au Burkina voisin. Un soulagement pour le directeur de la protection de l'enfance
Il tient tout de même à s'adresser aux trafiquants, aux parents d'enfants et à la société civile. Pour les trafiquants, en Côte d'Ivoire, la loi aussi est très dure là-dessus. Alors ces personnes sont exposées, elles s'exposent elles-mêmes à la rigueur de la loi. Et en la matière, toutes ces personnes-là qui ont été prises sont bien entendu condamnées par le ministère de la Justice. Pour les parents, il faut qu'ils arrivent à comprendre que l'éducation d'un enfant, c'est d'abord leur responsabilité. Protéger leurs enfants, c'est leur propre responsabilité. Alors qu'ils s'assurent que les enfants ne soient pas exposés à ces possibilités d'être trompés. À tout le reste de la communauté ouest-africaine, il faut qu'on arrive à se faire comprendre entre nous que la richesse, c'est au bout de l'effort, c'est avec un travail. Et qu'il n'y a pas un espace dans lequel l'or traîne sur les routes, le diamant traîne et que c'est des professionnels qui font ce travail. Choisis ta place bien pour ne pas souffrir. Au premier vrombissement, le véhicule part à la conquête des routes ivoiriennes pour une mission de taille. Renouer ses enfants avec le cocon familial et la scolarisation. En Côte d'Ivoire, la loi du 30 septembre 2010 interdit formellement la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Une loi dont les modalités sont précisées dans le décret numéro 2014-290 du 21 mai 2014. Herman Niagne, agent à la direction de la protection de l'enfance, est chargé d'accompagner les enfants au Burkina Faso. Ça me fait du bien, ça prouve que le travail que nous apportons est réel. Donc c'est avec joie, avec beaucoup d'allégresse que je suis dans ce véhicule en train de convoyer ces enfants. À quelques minutes de la frontière, la fatigue s'installe, les enfants s'endorment. Quand nous arrivons au Burkina Faso, il est 18h. Une délégation composée du préfet de la région de Niangoloko et des responsables de l'association TON nous attendent. Okay. Soyez les bienvenus. La traversée. L'association TON, cette organisation de la société civile burkinabé, lutte également contre la traite des enfants. C'est dans leurs locaux que dormiront les enfants cette nuit. Il y a certains qui disent que parce que l'enfant n'a rien à faire, il faut le laisser partir. Nous leur disons, et lorsque nous mettons la main sur les enfants, nous les remettons aux autorités et ces autorités-là vont les sanctionner. Et autant on sanctionne le trafiquant, le parent aussi est sanctionné. Et nous disons aux parents, souvent nous prenons des exemples. Vous pouvez dire que vous êtes pauvre, vous laissez partir votre enfant, mais cet enfant ne va plus revenir. Dernière étape de la convention entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la remise des bambins aux autorités locales. C'est un soulagement parce qu'il faut dire que depuis le mois de juillet, vous avez été interceptés au niveau du département de Yakassatobo, vous avez été retirés et placés dans un établissement de protection de l'enfant où ils ont reçu une prise en charge holistique, c'est-à-dire l'accueil, l'hébergement, les soins médicaux et la nourriture. Donc, vu le temps qui passait là-bas, il faut dire que les enfants étaient fatigués, ils voulaient rentrer au pays parce qu'ils en avaient marre. En attendant de rejoindre leur famille, les enfants partent regagner leur chambre à coucher. Ils partent non seulement pour dormir, mais aussi pour dire adieu à ces moments d'exploitation et de traite dont ils furent victimes. Voilà, merci à nos confrères de RTI2 pour ce reportage plein de sens qui permet de faire la lumière sur cette pratique qui n'est pas du tout bien. Voilà, bonjour à toutes les populations des Plemlin, localité située au sud-est de la Côte d'Ivoire. Petite localité de plus de 1000 habitants et dans laquelle, bien évidemment, Matin Bonheur est suivi du lundi au vendredi. Merci de suivre les programmes de RTI1. À présent, on passe par l'agenda. Deuxième point d'information de Régis Kofi et on se retrouve. À tout à l'heure.
Sous l'égide de l'UNESCO, le groupe Afrique de l'UNESCO organise la Semaine africaine édition 2022 du 23 au 25 mai à l'UNESCO à Paris sur le thème Autosuffisance, résilience et développement économique de l'Afrique, avec la présence effective de M. Patrick Jérôme Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. La RTI et Yes Communication en collaboration avec le groupe scolaire Les Pingouins et le groupe scolaire Les Florianes vous offrent 1 à 12 les podiums. 1 à 12 les podiums, c'est 2 rendez-vous pour 2 spectacles inédits. Premier podium, le samedi 14 mai à 9h au groupe scolaire Les Pingouins, 6 à Abobo, avenue Casa, avec vos artistes préférés. Deuxième podium, le vendredi 27 mai à 9h au groupe scolaire Les Florianes à Angers-Château, avec la révélation du gospel K.S. Bloom. En bonus, pour les 2 spectacles, Ami Bamba, Aïdissa et Papitou. Population d'Abobo et Cocody Angré, venons massivement profiter du show. Sponsor, Kellogg's et Chipsy de Nutri. 1 à 12, ici, on chante. Infoline 27 22 51 78 81 05 65 15 14 78. Bonjour à tous. Fini la COP15, place à la découverte. Les participants à la conférence des parties ont terminé leur séjour à Abidjan par la visite de plusieurs sites. Serge Pacom-Didi, Franck Quadio, nous faisons le point. Des bracelets, des sandalettes africaines, des chemises conçues à partir de matières locales, de l'huile et bien d'autres objets d'art exposés. Nous sommes au village artisanal de Cocody. Il a été aménagé spécialement à la faveur de la COP15, une occasion pour les visiteurs venus de pays lointains de découvrir le savoir-faire des artisans et créateurs ivoiriens. Ces experts ougandais, guinéens, camerounais et togolais sont visiblement sous le charme. Côte d'Ivoire is good, it's nice. C'est assez impressionnant, on a vu du batik, mais nous avons également vu qu'il y a des communautés étrangères qui sont basées ici, à l'instar des objets qui viennent des régions du Niger, et c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est très très beau, je trouve. Ça par exemple, elle m'a dit que c'était un œil de taureau ici, et de l'onyx. Ouais, je trouve ça, c'est très beau. C'est la première fois que je vois un bracelet comme ça. Nous avons vu des chemises qui sont très bien cousues avec un modèle typique ivoirien. Et je pense que ça a été très intéressant, mais aussi des chaussures purement cousues à l'artisanat. La gastronomie ivoirienne également est au rendez-vous. Des choix variés de mets typiques aux différentes régions de la Côte d'Ivoire. Cette citoyenne malienne découvre le plat Kali accompagné de la sauce graine. Tous les jours, on me propose des nouveaux plats. Et là, aujourd'hui, j'ai devant moi, vous avez dit, plakali, voilà. Plakali qui est un toffé à base de manioc. J'ai goûté à la sauce graine, mais avec le foutou. Et là, aujourd'hui, je suppose que je vais goûter au plakali et la sauce complète. D'autres visiteurs retrouvent des spécialités de leur pays, comme cet expert venu du Niger, heureux de déguster de la viande braisée, communément appelée choukouya. Le Niger, c'est un pays où il y a les ressources animales disponibles. Et nous avons trouvé la viande de mouton préparée par des gens du Niger. Et c'est important. Et nous avons fait ça comme entrée. Après, on va prendre le mets local. Abidjan est le plus doux au monde, a-t-on coutume de dire. Ces experts occidentaux se fondent dans la masse, dans des espaces en bordure de lagunes. Ils veulent être témoins de cette ambiance qui caractérise les nuits abidjanaises. On est sur la lagune et puis c'est bien sympathique. On est venu avec les amis. Les gens sont très à l'écoute, très sympathiques et très, je dirais, très facile d'abord. La ticket, on a mangé ça et ça c'était vraiment très bien. D'ailleurs demain on va visiter, je crois, une coopérative de fermiers en dehors d'Abidjan. Pour apprendre un petit peu plus comment le processus pour la création de la ticket se fait. Moi, mon préféré, c'est le bissap. C'est hyper bon, c'est trop bon, j'en bois tous les matins. Conduit par Alain Richard Donvailly, président de la COP15, ces experts font un tour au FEMUA 14 à Marcory et NJS. Tour à tour sont visités des stands, puis des concerts. Sans oublier le Zouglou, identité culturelle ivoirienne, avec Yodé Siro et l'inévitable groupe Magic System.
Les Ivoiriens sont très accueillants. Une phrase répétée à volonté par ces grosses têtes venues des 4 coins du monde. Le traditionnel Akwaba, très cher aux Ivoiriens, s'est encore fait sentir. Autre volet de l'actualité, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a initié à Yamoussoukro une formation à l'intention de son personnel dans la gestion des finances publiques. Une formation qui a pour objectif de faire du CNMAEP une institution de référence pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Le point de Issa Tchonayeo. Institution de bonne gouvernance, la CNMAEP, Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, veut être un bon élève dans la gestion des finances publiques. Pour ce faire, une formation de plusieurs jours est donnée à son personnel à Yamoussoukro, sanctionnée par une remise de diplôme. Il faut dire que cette formation que nous avons reçue, elle va nous aider dans la gestion du circuit de la dépense au niveau de la Commission nationale du MAEP. Cette formation aussi va nous aider dans le processus d'élaboration des budgets de la CNMAEP. Et nous voulons remercier nos formateurs parce qu'ils ont donné des formations pratiques en prenant le cas pratique de la CNMAEP. Affichant sa satisfaction quant à la qualité de la formation administrée à ses agents, le président de la CNMAEP réaffirme son ambition d'être un modèle dans la gestion des affaires publiques. Nous allons nous inscrire résolument dans le respect des procédures. L'État de Côte d'Ivoire a édicté une réglementation précise, rigoureuse en ce qui concerne la gestion de la dépense publique. Cette réglementation est portée par la Direction générale du budget et des finances. Elle est portée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ces deux instances nous ont donné des formateurs qui nous ont formés sur cette réglementation. Soro Moussa David entend multiplier les formations pour son personnel afin de contribuer à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, des violences ont eu lieu dans le nord du pays après de nouvelles accusations de blasphème. Des jeunes en colère ont incendié vendredi plusieurs maisons et boutiques selon la police locale. Ils recherchaient une femme de 40 ans qu'ils accusaient de blasphème sur les réseaux sociaux. Mais elle avait été mise en sécurité par ses proches. Les jeunes ont donc saccagé le quartier. Merci de votre attention. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Voilà, merci à Régis pour ce deuxième point de l'information, toujours aussi riche au niveau de l'information d'ici et d'ailleurs. À présent, on va vous permettre de connaître ce qui se passe dans nos journaux nationaux. Voilà, c'est la revue des titres à présent avec ce que nous proposent nos quotidiens. En ce lundi 23 mai 2022, on démarre avec Fraternité Matin. Fraternité Matin qui fait le compte-rendu de la visite qu'a effectué le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, dans sa ville d'origine. C'est à Tafiré. Et au cours de cette visite, le quotidien pro-gouvernemental relate ce qu'a dit le vice-président. Selon celui-ci, eh bien, s'il est entré à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est sur les conseils du président Alassane Ouattara, et le vice-président, à cette occasion, a fait, selon Fraternité Matin, des révélations sur ses relations avec le président de la République. Autre titre que nous vous proposons dans cette revue des titres, c'est le quotidien L'Inter qui s'intéresse au voyage du Premier ministre Patrick Hachi en Suisse à l'occasion du Forum économique mondial. Et sur place, le quotidien L'Inter nous dit que le Premier ministre plutôt va vendre les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, et il va y parler de la vision 2030 incarnée par le président de la République. Autre quotidien qu'on vous propose dans cette revue des titres, c'est Le Matin qui relate les propos du ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, selon lequel l'heure n'est plus au discours creux, mais aux actes concrets concernant la politique, bien évidemment, à l'endroit des populations. On continue dans cette revue des titres avec Le Nouveau Réveil qui nous propose dans son numéro de ce lundi 23 mai 2022 une
interview d'Alain Dogou, vice-président de la commission électorale indépendante, qui parle du basculement sur la liste électorale et de ce qui va être fait effectivement pour atteindre cet objectif. On continue avec notre revue des titres avec l'hebdomadaire Allopolis qui parle de la lutte contre le trafic de drogue en Côte d'Ivoire et il nous dit que le chef de la police criminelle de San Pedro a été interpellé dans le cadre de cette lutte. Et voilà, on continue d'évoluer dans notre revue des titres avec le quotidien sportif Super Sport. Super Sport qui parle de la nomination du nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, qui selon lui est attendu en Côte d'Ivoire comme un sauveur. Il fait un clin d'œil à Faye Emers qui a été nommé en qualité d'adjoint de ce nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, sélectionneur français. Et puis, il nous parle aussi de Kylian Mbappé, dont la signature au Paris Saint-Germain a alimenté toute la presse mondiale en ce week-end écoulé. Merci d'être avec nous pour Matin Bonheur. Dans quelques petites minutes, on va y aller pour Instant Vérité. Aujourd'hui, on reçoit Madame Kadi Cissé, épouse Binaté, avec laquelle on parlera de précarité menstruelle. Restez en notre compagnie, vous saurez de quoi il s'agit. On passe par la case spot et on se retrouve tout à l'heure. C'est déjà la fête des mères sur les chaînes du groupe RTI. Jusqu'au 29 mai, profitez de nos offres promotionnelles sur une large gamme de produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 46 30 22 97 ou à l'adresse commercial@rti.ci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Entreprenante et dynamique. Votre émission qui met en lumière les femmes entreprenantes en milieu rural et urbain. Je suis un exemple. J'ai commencé avec 50 000 francs. Aujourd'hui, je suis à l'aise, j'ai tout. Moi, j'ai commencé par des galettes. Mais quand tu me vois derrière mes galettes, j'avais envie, j'avais la joie d'entreprendre. Entreprenante et dynamique, partir de rien pour devenir quelqu'un. Nous, les femmes, nous ne devons plus nous asseoir pour attendre seulement que les hommes. Nous devons nous battre et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Une femme ne doit pas croiser les bras. Elle doit se battre, elle doit chercher pour subvenir aux besoins de sa famille. Entreprenante et dynamique, les dimanches sont 15 à partir de 14h20 sur la RTI 1. Voilà, merci d'être en notre compagnie. Le 28 mai sera célébrée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, initiée en 2014 par l'ONG allemande Wash United. Cette journée vise à briser les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et en particulier chez les adolescentes à travers le monde et surtout à réduire la précarité menstruelle. Qu'est-ce qui a été fait depuis l'instauration de cette journée? Les lignes ont-elles bougé à l'échelle mondiale et particulièrement en Côte d'Ivoire? Eh bien, pour le savoir, nous recevons Mme Kadi Cissé, épouse Binaté, spécialiste en cycle menstruel et cofondatrice de l'Organisation pour la santé de l'enfant, la femme et la famille OSEF. Bonjour, Mme Binaté. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer, c'est quoi la précarité menstruelle? Merci beaucoup. La précarité menstruelle, c'est tout ce qui rentre en ligne de compte de pouvoir avoir accès à tout ce qui est protection hygiénique ou à tout ce qui est alternative qui rentre en ligne de compte de tout ce qui est avec la précarité menstruelle. Donc, en quelques mots, c'est la pauvreté, le manque d'accès à toutes ces alternatives-là. Bon, on parle d'alternatives. Je veux qu'on parle simplement pour permettre aux populations qui nous suivent depuis Acressi et Plemlin et dans toutes les contrées reculées de la Côte d'Ivoire pour qu'elles comprennent. On a défini. Okay. Voilà, ça, tout le monde a compris. Mais pour parler simplement. Pour parler simplement, précarité menstruelle, c'est ne pas avoir accès aux protections hygiéniques. Parce que ça peut être cher, ça peut ne pas être disponible. Et les alternatives, par exemple, les serviettes que nous utilisons ne sont pas adaptées. Donc ça montre une certaine précarité, c'est-à-dire ça montre la pauvreté. Bien. Dites-moi, bien que la menstruation soit un processus biologique naturel, dans certaines sociétés, les règles sont stigmatisées et mal connues. Très souvent à cause de certaines pesanteurs culturelles, on le voit ici dans certaines régions de la Côte d'Ivoire et puis un peu partout dans le monde aussi. Pourquoi la gestion de l'hygiène menstruelle est tabou? Bien sûr, la gestion de l'hygiène menstruelle est tabou parce que tabou, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'ose pas
communiquer dessus, parler dessus. Donc ça a rendu encore une certaine précarité aussi, ça a rendu un certain tabou, c'est-à-dire parler de menstruation, il faut être fort d'abord. Parce que comme parler de sexualité, ce n'est pas un thème facile, mais c'est un sujet tabou parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes autour. Les femmes n'ont pas accès, par exemple, à la cuisine. Elles n'ont pas accès, par exemple, au lit. La femme n'a pas accès dans les yeux parce qu'au lieu public, ou bien elle est rejetée par sa société. Donc c'est tout ça qui a rendu ce sujet tabou, au fait. Donc c'est pour ça que nous, on entend de mener une action pour briser ce tabou-là, pour dire que c'est un phénomène naturel, au fait. Bon, on va parler tout à l'heure des actions que vous menez au niveau de votre organisation. Vous parliez des tabous qui entourent cette question des menstrues. Hein. Dans certaines régions, en Inde par exemple, pendant leurs règles, certaines femmes n'ont pas accès à la cuisine, n'ont pas le droit de faire la cuisine. Et puis, dans certaines localités du pays aussi, la menstruation est considérée comme une maladie. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on est confronté à ce genre de situation? En fait, en Côte d'Ivoire, Dieu merci, il y a certaines zones qui pensent que la menstruation, c'est quelque chose d'impur, au fait. Avoir ces règles, c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose de sale. Donc, les femmes sont rejetées dans la société par rapport à ça. Mais il y a l'avancée, au fait, pour dire aux gens que c'est quelque chose de naturel, ils n'ont pas demandé, au fait. Donc, c'est ça que nous menons des activités pour briser tout ce qui est tabou autour de la menstruation. Par exemple, il ne faut pas aller, par exemple, il y a certaines où on te dit la femme ne doit pas aller au marché, elle ne doit pas faire la cuisine. Il faut qu'on explique, ce sont des stéréotypes. Il n'y a pas de preuve qui montrent que pourquoi elle ne doit pas aller à la cuisine. Donc, ça fait que ça a baissé la femme au niveau, par exemple, de son émancipation, de l'autonomisation de la femme. Parce que si on l'interdit, par exemple, d'aller au marché, d'aller au lit, d'aller se coucher auprès de son mari, elle est exclue de cette société-là. Donc, arrivé un moment, la femme va être braquée pour ne pas prendre beaucoup de décisions. Et puis on lui bafoue certains droits aussi. Bien sûr, ça fait partie des droits humains aussi. Oui, bien évidemment. Dites-nous, selon un rapport de l'UNICEF, 66% des jeunes filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'y être confrontées. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Oui, c'est le cas en Côte d'Ivoire parce que le rapport de l'UNICEF montre aussi une fille sur 10 rate les coups à cause des menstrues, au fait. Parce que les gens pensent qu'à Abidjan, les gens ont suffisamment d'informations sur tout ce qui est gestion d'hygiène menstruelle, mais je dis non, au fait. Quand nous, on fait nos activités, on voit qu'il y a vraiment un manque d'informations sur tout ce qui est gestion de l'hygiène menstruelle. La gestion de l'hygiène menstruelle, ce n'est pas seulement les serviettes hygiéniques. Oui. C'est d'abord les serviettes hygiéniques, c'est d'abord l'information. Quand on a les petits bobos, qu'on ne se sent pas bien, est-ce qu'on doit aller à l'hôpital? Oui. Est-ce qu'à l'hôpital, il y a une prise en charge pour cette précarité menstruelle, pour tout ce qui est bobo autour de la menstruation, au fait? Je tiens à signaler que vous êtes sage-femme et spécialiste en cycle menstruel. Ouais, ouais. Vous savez de quoi vous parlez. Quelles sont les conséquences de la mauvaise gestion des menstrues chez les filles, et particulièrement chez celles qui vont à l'école? Celles qui vont à l'école. La mauvaise gestion, c'est d'abord de ne pas, par exemple, avoir d'abord accès aux protections hygiéniques, savoir les utiliser, à quel moment on doit changer en fonction du flux sanguin, à quel moment nous avons des petits bobos, des douleurs, si nous devons consulter. À quel moment? Si ces filles-là ne respectent ça, elles vont avoir des problèmes, au fait. Quel type de protection elles doivent utiliser? La mauvaise gestion, c'est quoi? Moi, je te dis, dans nos activités à l'intérieur du pays, il y a certains témoignages. Les jeunes filles utilisent les chiffons soués, les vieux journaux, les mousses pour pouvoir se protéger pendant leur période menstruelle. Vous voyez que c'est inquiétant, c'est quelque chose de toxique. C'est parce qu'elles n'ont pas l'information, elles n'ont pas été sensibilisées, elles n'ont pas eu de causerie avec leurs parents, c'est-à-dire le père, la mère, pour pouvoir éduquer cette fille à prendre en charge. Donc, toute cette mauvaise gestion a un impact sur la jeune fille, surtout la jeune fille à l'école. À l'école, par exemple, il y a manque d'eau, elles n'ont pas accès à l'eau, et les latrines ne sont pas vraiment adaptées pour mieux gérer cette gestion aussi. Donc, tout ça, quand il n'y a pas en ligne de compte, ça fait la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle. Mais est-ce que dans ce que vous dites, il y a le fait qu'il y a la cellule familiale qui est impliquée et la cellule au niveau éducation qui est impliquée. Donc, est-ce que, je veux dire, l'éducation à la sexualité ne doit pas concerner ces deux cellules? Bien sûr, parce que, moi je dis, l'éducation à la sexualité, ce n'est pas seulement à l'école, mais c'est dans la cellule d'abord où l'enfant naît. Parler de sexualité, c'est important. Quand on parle de sexualité, ce n'est pas amener l'enfant à aller avoir des rapports sexuels, mais c'est dire à l'enfant comment son organisme... Vous savez, dans nos sociétés africaines, les gens ne sont pas encore préparés véritablement. Ce n'est pas véritablement dans les mœurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? C'est pour cela qu'il faut d'abord sensibiliser. Il faut faire des causeries avec les parents, donner la bonne information. Quand le parent sait qu'il n'a pas cette information, il peut se référer dans les centres de santé, aller voir la sage-femme, le gynécologue, un personnel de santé pour avoir une bonne information, pour mieux éduquer son enfant. Ça, c'est tellement important parce que, moi, je dis, on peut parler de sexualité à partir de l'âge de 8 ans. C'est de dire, bien sûr, de dire à l'enfant, par exemple,
L'enfant, il a les yeux, il y a le rôle des yeux, il y a le rôle des narines, il y a la bouche, sa main, tout ça. C'est de l'expliquer qu'est-ce que cela fait sur son corps, au fait. Et après, tu vas lui dire, parce qu'à partir de l'âge de 8 ans, il y a la menstruation précoce, au fait. Oui. Donc, tu commences à préparer l'enfant. Chez certaines filles. Oui, tu vas voir chez certaines filles de 8 ans, tu vois qu'elles commencent aussi à avoir des petites rondeurs. On sent un peu que les seins commencent à sortir. C'est le moment de parler à l'enfant. On ne tombe pas directement pour dire non, menstruation, non. Il faut l'apprendre à connaître son corps. Parce que quand on parle de sexualité, c'est ça. À quel moment on a ces menstrues? À quel moment ça va venir? Quand vous préparez l'enfant à ça, arrivé à l'école, même s'il voit le sang, il n'est pas étonné. Il cherche des alternatives pour pouvoir se protéger. Moi, il va aller voir l'infirmerie pour dire, ah, je pense que c'est venu. Bon, si on a déjà une infirmerie dans l'établissement. Bien sûr, même si on a l'infirmerie, est-ce que les serviettes sont disponibles? Oui. Est-ce qu'il y a des antispasmodiques dans ces établissements, c'est-à-dire les médicaments pour calmer ces douleurs-là, au fait? Donc, c'est un rôle parent. Et quand l'enfant arrive à l'école, l'école aussi joue une certaine contribution. Bon, c'est tout un programme. Dites-moi, en parlant de programme, vous êtes membre de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, dont le but est de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes, plus précisément la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, que faites-vous concrètement pour ces jeunes filles-là dont vous parliez, qui n'ont pas toujours l'information, afin d'éviter qu'elles sortent du système scolaire? Bien sûr. Nous menons des activités de sensibilisation sur la thématique en rapport avec la gestion de l'hygiène menstruelle. Oui. Nous menons des activités sur le leadership, la confiance en soi et comment l'enfant doit, les techniques de causerie entre enfants et puis parents, comment l'enfant doit aborder ce thème avec ses parents. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est ce type d'information que nous pouvons donner. Regrouper ces filles en petits groupes, organiser des focus groups, recueillir les questionnaires et puis les orienter, comment ils doivent gérer cette menstruation et comment ils doivent gérer ça avec la famille. Généralement, quand tu vas voir peut-être la grande majorité de ces filles n'ont pas eu accès à cette information. Oui. Maman n'a pas encore commencé à parler. Donc nous, on vient déjà pour préparer cette fille-là, mais lui donner aussi des astuces pour rentrer en collaboration avec sa famille. Eh bien, pour donner plus d'écho aux activités dont vous parlez, vous organisez dans l'élan de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, on le rappelle, qui va avoir lieu le 28 mai 2022. Vous organisez donc les 72 heures pour les menstrues en Afrique. C'est quoi exactement? 72 heures. Pourquoi 72 heures? C'est 3 jours de peine pour la femme. Si une femme a ses menstrues, une jeune fille ou une jeune fille qui a ses menstrues reste à la maison 72 heures sans avoir accès à une protection hygiénique, sans avoir accès à des antispasmodiques, sans avoir accès à un centre peut-être de recul de pouvoir, parce qu'avec la menstruation, il y a beaucoup de choses autour. Il y a la pression, il y a la mauvaise humeur, elle n'a pas d'orientation, et il y a trop de stress qui rentre autour. Imagine 72 heures, vous êtes assis, vous ne bougez pas, vous restez à la maison parce que pour un phénomène naturel, vous ne pouvez pas bouger au fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit interpeller l'État, on doit interpeller nos décideurs politiques pour dire oui, la précarité menstruelle est un réel problème. Et ce réel problème, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons mener des actions. Et ces actions, c'est pour cela que nous avons initié la première édition des 72 heures des menstrues en collaboration avec des associations de la société civile ivoirienne et de la société civile sous-régionale, parce qu'il y a le Bénin, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal qui vont organiser les mêmes 72 heures avec la même thématique, au fait. Dans la même période. Dans la même période. L'objectif global de cette activité, c'est de construire un environnement, comme vous le dites, qui permet aux jeunes filles de gérer leur menstruation de manière hygiénique, avec dignité et aussi en toute sécurité. Mais comment comptez-vous y parvenir? Comment nous comptons y parvenir? C'est pour ça qu'on a des 3 jours d'activité. Le 26, nous allons organiser une très grande activité qu'on a dénommée Flash Mob, où on va venir véhiculer des messages pour nos décideurs, suppression des taxes sur tout ce qui est protection hygiénique, la disponibilité des serviettes hygiéniques dans tous nos établissements scolaires en Côte d'Ivoire et aussi la disponibilité des antispasmodiques dans nos établissements scolaires. Ça, c'est pour le flash mob du 26. Les antispasmodiques, c'est pour les filles qui ont les règles douloureuses. Les règles douloureuses, qui n'arrivent pas à supporter cette menstruation-là. Donc, ça pourra soulager la jeune fille parce que c'est quelque chose qu'on achète. Si elle n'a pas, elle va rester à la maison. Vous voyez, je vais vous faire une comparaison et vous allez comprendre quelque chose. Nous sommes c'est en Afrique, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est méthode de contraception, c'est disponible pour les adolescents. Les préservatifs sont disponibles. Pourtant, avoir les rapports sexuels, c'est un choix. Mais avoir la menstruation, on n'a pas le choix. On ne peut pas bloquer. Et chaque mois, ça vient. Donc, l'État de Côte d'Ivoire doit prendre une décision pour que ces filles puissent vraiment avoir accès. Donc, le 26, c'est le flash mob. Le 27, nous allons organiser une conférence de presse pour faire l'état des lieux de cette précarité mensuelle en Côte d'Ivoire
Et le 28, nous allons faire un panel avec des spécialistes. Tout un programme qui, on l'espère, va avoir un écho au niveau de nos autorités, puisque c'est l'objectif de cette activité-là. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait concrètement depuis l'instauration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle pour réduire la précarité des filles dans le monde? Vous avez parlé tout à l'heure d'accès à certains éléments tels que les antispasmodiques. On le rappelle, pour Karine qui demandait en haut qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde. Ce sont des médicaments qui permettent de calmer les douleurs pour les filles qui ont des règles douloureuses. Oui, les douleurs pour les filles, les adultes, les dames, tout ça, ce sont des antispasmodiques. Donc, qu'est-ce qui est fait concrètement depuis l'instauration de la Journée mondiale de la précarité menstruelle? Depuis l'instauration de cette journée-là, je le dis, et ces 2 dernières années qu'on a commencé à célébrer ça vraiment au pays, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, les gens ont commencé à mener des actions. Et quand vous allez regarder, il y a des pays où le gouvernement distribue, par exemple, des serviettes dans les établissements où ils accompagnent ces filles-là. Donc nous, en Côte d'Ivoire, nous, on a décidé, par exemple, cette année, de se mettre ensemble, de faire entendre notre voix. Et faire entendre votre voix, c'est aussi un élément que vous avez mis en place au niveau de votre organisation. Ce sont des serviettes hygiéniques réutilisables. Oui. C'est quoi exactement? Au fait, les serviettes réutilisables, c'est juste une innovation. Ça existait, c'était les serviettes que nos parents utilisaient. Nous, on a juste modernisé pour que la fille puisse voir ça comme un nouveau moyen de pouvoir se protéger. Et ce qui est avantageux avec ces serviettes-là, elles sont écologiques, elles sont économiques et elles règlent le problème sanitaire de la jeune fille, les problèmes d'irritation, des petits bobos, et cela va diminuer en utilisant ces serviettes-là. Cela pourra contribuer au maintien de la jeune fille parce qu'on peut l'utiliser sur 2 ans, voire 3 ans d'utilisation de cette serviette-là. En tout cas, voilà, vaste programme, on l'a dit, pour permettre de lutter contre la précarité menstruelle et permettre à toutes les jeunes filles et femmes qui sont dans cette situation d'avoir des moyens de recours et de pouvoir passer cette période, vous l'avez dit. Avec dignité surtout. Avec dignité, surtout. Voilà. Et puis pour cela aussi, vous avez sorti 2 ouvrages. Oui, 2 ouvrages, bien sûr, 2 ouvrages pour pouvoir accompagner ces filles et les parents. On a fait sortir le premier ouvrage, mes premiers menstrues, nos paniques. On ne doit plus paniquer devant les premiers menstrues. C'est-à-dire, c'est de donner aux parents l'outil, l'information, comment ils doivent vraiment parler de menstruation, de sexualité à leurs enfants. Et le 2e ouvrage, c'est l'agenda Super Mousseau. C'est pour montrer que la fille, elle est une super mousseau, c'est-à-dire une héroïne, une personne qui inspire. Mais pour pouvoir inspirer, ça fait partie de l'organisation. Donc l'agenda Super Mousseau vient renforcer tout ce qui rentre en ligne de compte avec la menstruation. Et à l'intérieur, on a un calendrier où la jeune fille pourra noter la venue, quelles sont les perturbations. On explique dedans, à l'intérieur, les 4 phases du cycle menstruel. Et il y a une planification sur 1 an, les objectifs prioritaires de cette jeune fille, c'est-à-dire sur 3 mois, c'est quoi, sur 6 mois, où elle veut aller. Et ce sont des trucs qu'elle doit visualiser chaque matin. Et cela permet à cette jeune fille d'être encore plus forte et d'être plus rassurante. En tout cas, être rassurée et avoir surtout les moyens de passer cette période biologique, naturelle, à laquelle elles sont confrontées tous les mois. Voilà, pour comprendre cette situation de précarité mensuelle, menstruelle plutôt, il ne faut pas se tromper, nous recevions Mme Kadi Sissé, épouse Binaté, avec laquelle nous avons parlé de la précarité mensuelle et de ses réalités en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu partager cet instant vérité avec nous. Merci beaucoup. Madame Binaté, je rappelle, membre de l'Organisation pour la santé de l'enfant, la femme et la famille, OSEF, sage-femme et spécialiste en cycle menstruel. Merci d'être en notre compagnie. On va se retrouver dans quelques petites minutes pour la suite de notre émission. Dans l'intervalle, pub, flash d'information. Merci Karim, et puis on revient.
La Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara marque des points avec le Premier ministre Patrick Achi. Avec le nouveau gouvernement, que va-t-il se passer? Que peut-il se passer? Votre nouveau numéro spécial de plus de 100 pages à lire absolument pour savoir ce qui s'est passé pendant un an. Disponible bientôt. Vos numéros d'archives sont toujours disponibles. L'intelligent d'Abidjan, le journal dont vous avez rêvé au cœur de l'actualité depuis 20 ans. Nous sommes de retour pour un nouveau coup d'œil sur l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Tour 2022. Retour sur l'étape de la commune d'Abobo. Les humoristes ont égayé les populations de la commune dans la cour de la mairie. Pargassoro Kone nous en parle. C'est ici, dans la cour de la mairie, que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, par ailleurs, maire d'Abobo, a donné rendez-vous aux populations de sa commune afin de communier avec leurs humoristes préférés. Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail et à la veille de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Sur le podium, ce sont des humoristes très inspirés qui ont réussi à arracher le sourire au public. Femme Baoulé, elle est assise dans la maison derrière nous. On m'a donné une petite boisson, je donne à mon voisin. Elle ne sait pas c'est quoi. Il faut le laisser, elle vient, elle prend, elle boit. Jusqu'à quand elle a saoulé. Moi, ma femme, on est assis au salon, on attend derrière la télé, puis on voit la servante qui dit, toi, va payer du pain. Abobo ressemble à l'histoire de Bonjour. Lorsque nous démarrons en 2006, c'était ça. Comment créer la cohésion nationale. Dans plus de 15 ans, nous avons œuvré à cela. Et le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, me charge de vous dire bonjour Abobo spécial Ramadan. Marraine de Bonjour Abobo, Kandia Camara a tenu à saluer la mobilisation des populations avant de les inviter à la cohésion et à l'union, non sans exprimer sa gratitude au directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Nous avons voulu faire plaisir à cette brave population d'Abobo avec ces talentueux humoristes. Et vous savez, l'humour est thérapeutique, donc pour permettre aussi à nos populations d'oublier un tant soit peu leurs soucis. Merci à tous les responsables de la RTI. La marraine avait à ses côtés des ministres-gouverneurs, des élus et cadres de la commune, mais aussi la vice-présidente du Sénat. Les populations, elles, se disent satisfaites de la qualité des prestations des humoristes et n'ont pas manqué de féliciter et d'exprimer leur reconnaissance à leur premier magistrat pour l'initiative. J'ai beaucoup aimé, bon, ça m'a plu. Je dis merci à Kandia Camara, elle a trop fait pour nous. Vraiment, merci beaucoup pour ce que Madame le maire fait pour la commune d'Abobo. C'est une première fois. On aimerait que ça se répète encore chaque année. J'ai aimé Bonjour 2022 à la mairie d'Abobo. Franchement, je suis très heureuse. Kandia Camara, elle est très gentille. Franchement, ça s'est bien passé. Bonjour Abobo a également vu la participation des guides des différentes obédiences religieuses, des chefs traditionnels et de communautés, des leaders des femmes et des jeunesses, mais également des représentants des partis et groupements politiques. C'est dans cette ambiance de cohésion et de convivialité que Kandia Camara a assuré les populations de sa commune du retour de Bonjour en 2023 à Abobo. Autre volet de l'actualité, parce que la pêche et le tourisme dépendent d'elle. La Posidonie est le premier pourvoyeur d'emploi de la Tunisie. Mais cette herbe marine cruciale pour l'économie du pays risque de disparaître, menacée par l'ignorance, la pollution et la pêche illégale. Les scientifiques tirent donc la sonnette d'alarme. Reportage. Dans les profondeurs sous-marines de la Tunisie se cache un trésor. N'imaginez pas un coffre rempli de pièces d'or, non. Le trésor, ce sont ces herbes aquatiques qu'on appelle Posidonie. Avec plus d'1 million d'hectares, le pays possède de loin les plus grands herbiers de la Méditerranée qui servent d'abri aux poissons. Un quart des espèces de la Méditerranée, on les rencontre au niveau de ces herbiers-là. Le pêcheur, il trouve les espèces à valeur économique importante dans ces herbiers. Les herbiers vont protéger les plages contre l'érosion. Elles vont aussi améliorer la qualité de l'eau avec la transparence et donc attirer plus de touristes.
Essentiel donc pour la pêche comme pour le tourisme, la Posidonie est le premier pourvoyeur d'emplois en Tunisie, mais reste pourtant méconnue. Une fois échouée sur les plages sous forme de banquettes, elle reste trop souvent considérée comme un déchet et donc évacuée à coups de bulldozer, avec beaucoup de sable au passage, ce qui accélère l'érosion du littoral, alors que justement ces banquettes protègent la côte de la houle. La côte et la régression des côtes tunisiennes qui va affecter directement le secteur du tourisme est reliée à l'existence et à la présence de ces banquettes Posidonie qui protègent nos côtes. Et si demain on n'a plus de banquettes, on risque d'avoir des problèmes économiques plus graves que celles qu'on voit actuellement. Quand on sait que 44% des plages tunisiennes sont déjà menacées par la montée du niveau de la mer, on comprend donc qu'il y a urgence à agir pour protéger la Posidonie, victime aussi de la pollution et de la pêche illégale. Aujourd'hui, en Tunisie, nous allons créer 4 zones maritimes et côtières protégées qui sont les îles de la Galite, Zambra, Kuriat et Kness. Mais pour ce pêcheur de Monastir, qui dit attraper 3 fois moins de poissons qu'il y a 25 ans, le mal est déjà fait et il le reconnaît, tout le monde a sa part de responsabilité. J'ai bien conscience que si la Posidonie disparaît, ça affectera notre approvisionnement en poissons. Et j'aimerais faire quelque chose pour ça, car il s'agit de mon gagne-pain, ainsi que celui de mes enfants et de mes petits-enfants. Nous ne l'avons pas protégé, pas seulement nous les pêcheurs, mais l'État non plus. Nous, on est bien obligés de pêcher pour nourrir nos enfants. Refuge pour les poissons, la Posidonie est aussi un formidable producteur d'oxygène. Les herbiers marins absorbent 3 fois plus de carbone qu'une forêt. Essentiels à la stabilité économique de la Tunisie, ils le sont donc aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Parlons à présent du mondial au Qatar. Pour beaucoup, le Qatar est synonyme de chaleur écrasante, mais les spectateurs de la Coupe du monde de football devront peut-être se couvrir dans des stades équipés d'une climatisation vouée à devenir la norme selon son concepteur. L'été, le thermomètre peut atteindre 50 degrés dans le petit État du Golfe, une des raisons pour lesquelles sa sélection en 2010, comme hôte de l'événement, avait fait polémique. 7 à 8 stades seront climatisés dans l'Émirat, l'un des principaux exportateurs de gaz au monde. Climatiser un stade n'est pas une nouveauté, aux États-Unis notamment, mais les systèmes développés par celui qu'on surnomme Dr Cool sont estimés 40% plus durables que les techniques existantes, affirment les organisateurs locaux de la Coupe du Monde. Et sur le terrain, en Angleterre, Manchester City est passé par tous les États avant de connaître l'extase de remporter un 8e titre de champion d'Angleterre ce dimanche, mais au bout d'un scénario de folie qui a vu l'équipe de Josep Guardiola remonter un break de retard à l'entame du dernier quart d'heure contre Aston Villa. Score final 3-2. C'est bien la fierté de rester maître du royaume qui prédomine. Point final, excellente journée à toutes et à tous. Alors, attends, Régis, vous n'allez pas partir comme ça. On a suivi cette rencontre entre Aston Villa et Manchester City. Bon, en même temps, les rencontres se jouaient au même moment. Oui, au même moment. Franchement, c'était l'ascenseur, quoi. On descendait au niveau des émotions. Écoutez, c'était vraiment l'ascenseur. 2-0, Aston Villa qui menait 2-0 jusqu'à la 75e minute. 75e. Et voilà, et de l'autre côté, Liverpool qui était à un but partout. Un but partout avec, voilà, un but partout. C'était ça, c'était vraiment... Après, à 2-1 pour Manchester City, Liverpool menait également 2-1. En ce moment, Liverpool était champion et City, voilà. Mais après, bon... C'est le football. Oui, justement, c'est le football. Et je pense que c'est la leçon
La leçon du Real Madrid. Ah, je savais qu'on allait chuter sur le Real Madrid. Hein. Régis Kofi, qui est fait supporter du Real Madrid, je suis sûr qu'on attend la finale du samedi avec impatience. Hein. Mais bon, après on va en parler. De toute façon, juste derrière, on aura Ngamblé Konaté qui va venir pour parler de sport aussi dans ce numéro de Matin Bonheur de ce lundi 23 mai 2017. Merci Régis. Hein. C'était le dernier. Hein. C'est ça. Voilà, on se retrouve demain pour d'autres points d'information, toujours dans votre matinale. Eh bien, bonjour à toutes les populations d'Acrécy. Aujourd'hui, hein, on est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à Crécy. Belle petite bourgade, hein, voilà, pas trop loin d'Aboisseau, et à Crécy, où les populations, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, suivent Matin Bonheur du lundi au vendredi. Merci, merci, merci infiniment de vous réveiller avec nous. On passe par la case sport et puis on va parler encore des sports. Et ce sera avec Ngamblé Konaté. À tout à l'heure. C'est déjà la fête des mères sur les chaînes du groupe RTI. Jusqu'au 29 mai, profitez de nos offres promotionnelles sur une large gamme de produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 46 30 22 97 ou à l'adresse commercial@rti.ci. Voilà, on retrouve Ngamblé Konaté pour la rubrique sport. Ngamblé, il fait le tour de tous les stades de Côte d'Ivoire le week-end. Et puis, le lundi matin, il est là pour nous dire ce qui s'est passé sur ces différents stades. Et Ngamblé, bonjour. Bonjour Léno. Merci d'être en notre compagnie. On va démarrer avec la Ligue 1 de football en Côte d'Ivoire. Et plusieurs chocs, on l'a dit, étaient au programme de la 21e journée. Vous avez raison, Renaud Kobia. Effectivement, plusieurs chocs étaient au programme de cette 21e journée de la Ligue 1. Le Sporting Club de Gagnoa, en déplacement au stade Robert Champrou de Makori, avait rendez-vous avec Lissa Sandra. Les Limanos sont cueillis à froid après seulement 8 minutes de jeu sur ce corner bien exécuté par Sakanoko Mustafa. La défense de Lissa Sandra a du mal à se dégager. Bagaté Salif en profite pour ouvrir le score pour le Sporting. Gagnoa alourdit le score sur penalty en toute fin de partie grâce à son capitaine Guamac. Les hommes du fromager s'imposent 2-0. Un peu plus tôt, le club Omnisport de Korogo en jaune était face à l'Asie d'Abengourou, toujours au stade Robert Champrou de Makori. Sous pression, Nguessan Henri marque contre son camp à la 18e minute. Korogo revient au score grâce à Animel Romeo. Vous allez le voir, il va piquer ce ballon et le mettre hors de portée du gardien. 1-1. Mais l'infortuné Nguessan Henri marque une fois de plus contre son camp. 2-1. Puis 3-1 en fin de partie sur cette réalisation de Body Onge Espoir. Les Magnans d'Adjamé envers recevaient Sol FC, toujours au stade Robert Champrou de Makori. Et ce sont les Abobolais qui sont les premiers à frapper sur ce but signé Kinafo Aziz. 1-0, puis 2-0 pour Sol FC sur ce chef-d'œuvre, vous allez le voir, de Nyonka Gabriel Cédric à la 48e minute. Il élimine le gardien, voilà, et il envoie tranquillement le ballon au fond de filet. Les Abobolais croient avoir fait le plus difficile, mais le Stella revient dans la partie en arrachant l'égalisation. 2-2, grâce notamment à cette magnifique frappe du gauche signée Traoré Djakaridja Kirikou. Dans les autres rencontres, la FAD a dominé Boaki FC 1-0, 1-1 entre l'Entente Sportive du Bafing et la Société Annoncée de l'Armée. Les oppositions FC San Pedro, USC Bassam et Racing Club d'Abidjan, ASEC Mimosa ont été reportés. Voilà, merci pour toutes ces informations. J'ai retenu deux infos dans celles que vous avez données tout à l'heure. Lissa Sandra qui a perdu contre Gagnoa. Et puis, bon, sans être mauvaise langue, c'est lequel des joueurs qui a marqué 2 buts contre son camp? Franchement, il fallait le faire. Hein. Oui, Nguessan Henri qui a marqué 2 buts contre son camp. Bon, franchement. Il n'avait pas la chance hier et son équipe s'est inclinée également. Korogo est l'antenne rouge du championnat. Ils sont derniers, 14e sur 14. Il reste 5 journées. Et à cette allure, le club, le seul club, on va dire, du district des Savanes, va tout droit, on va dire, en 2e division. Et voilà, vous comprenez donc que... Ce joueur-là, il faut le soutenir, il faut l'entourer, sinon il va prendre un coup au moral. Oui, absolument. Parce que 2 buts contre son camp et cette défaite peut les conduire, vous l'avez dit, en 2e division. Lissa Sandra qui perd son match.
Lissa Sandra, c'était, on va dire, le grand match, la grande affiche prévue hier sur le coup des 18 au stade Robert Champoux de Makori. Lissa Sandra avait rendez-vous avec le Sporting Club de Gagnoa, deuxième au classement. Les Limans s'inclinent, on va dire, logiquement 2-0 parce qu'ils n'ont pas véritablement existé dans ce match. Dans cette rencontre. Bien qu'il y ait, c'est vrai, le public est venu une fois de plus les soutenir, mais l'équipe n'était pas capable hier de battre une équipe La montagne était trop haute pour eux. Qui a beaucoup de joueurs expérimentés. Et puis qui est quand même deuxième au classement. Bon, on continue dans le déroulé des infos que vous nous proposez aujourd'hui. Vous nous dites que Moumouni Big Togo est aux commandes du Stella désormais. Vous avez absolument raison, Renaud. Le Stella qui a arraché le nul 2-2 ce week-end face à Sol FC est désormais dirigé par Moumouni Big Togo qui remplace un Big Togo qui remplace un autre. Président de la Ligue de football professionnel, le nouveau président du Stella Club d'Adjamé ne manque pas d'ambition à la tête du club. On l'écoute. Je suis là avec conviction pour apporter au Stella tout ce que je peux. Les primes vont être doublées. Ils le sont déjà à partir depuis le match contre la SOA. Et on va essayer de les booster plus afin que les résultats viennent pour le maintien. Quand on prend une équipe en fin de championnat, on prépare le championnat suivant. Tout cela est à l'étude, la structuration de l'équipe avec un mélange d'anciens et de nouveaux devrait pouvoir apporter au Stella la mobilisation nécessaire pendant ces matchs. Et voilà, on l'a vu, le nouveau président du Stella Club d'Adjamé, il faut le dire, il a été remplacé par son frère parce qu'il est désormais au comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Absolument, donc il ne pouvait pas cumuler ces deux postes-là. Et c'est son frère qui dirige désormais donc, le Stella Club d'Adjamé. Mais c'est quelqu'un qui est dans le milieu du foot depuis très longtemps. Il a servi à la SEC Mimosa. Il est également, on va dire, équipé, parce qu'il est équipementier. Il a équipé les 16 clubs de Ligue 1 à l'époque et même l'équipe nationale. Donc c'est quelqu'un qui est dans le milieu du foot, qui connaît bien également le foot. En tout cas, une famille de sportifs. Donc, Moumouni Big Togo, qui désormais est le président du Stella Club en lieu et place de Salif Big Togo, qui est dans le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. On parle de Vovinam Viet Vodao. Bon, on va évoluer, donc on parle plutôt de l'ASEC Mimosa, c'est bien cela, hein? Oui, qui est toujours Vovinam Viet Vodao, on en parlera un autre jour. Les Mimos n'ont pas joué ce week-end, mais ils sont toujours solides. Leader de la Ligue 1, avec 51 points à 9 longueurs du Sporting Club de Gagnoa. Deuxième, le FC San Pedro complète le podium avec 35 points. Quatrième, l'Entente sportive du Bafing avec 34 points. La Société en histoire de l'armée est cinquième. Lissa Sandra pointe toujours à la 7e place. Le Stella Club d'Adjamé est 9e. Boaké FC 10e. La FAD et le club Omnisport de Korogo respectivement 13e et 14e. Ferme la marche Renaud Kobia. Oui, la SEC, un solide leader. Hein. Allez, à présent, on s'intéresse avec vous au top 4 des meilleurs buts de ce week-end écoulé. 13 buts ont été inscrits donc, sur les différentes pelouses de la Ligue 1. Il s'agit donc du stade Biakaboda de Gagnon et du stade Robert Champoux de Makori. Comme tous les lundis, nous avons sélectionné le top 4 pour vous. Suivons. Magnifique réalisation de Traoré Djakarija qui recueille une frappe du gauche qui ne laisse aucune chance au portier adverse. Un but qui a rendu fou nos commentateurs Patrick Dadier et Emegei Titi. On les écoute dans les conditions de direct. Djakarija! Oh! Djakarija! C'est super cette réalisation! Kirikou! C'est top Kirikou Djakarija qui permet à la formation du Stella de revenir dans ce match-là à la 75e minute. Emegei Titi, quel but! Quel but!
Kirikou, c'est l'éclat de génie. Kirikou, c'est la lumière. Kirikou, c'est l'explosivité. Regardez, il prend l'information après avoir passé en revue toute la défense comme un officier qui passe en revue sa troupe, tous les matins au drapeau. Kirikou, et il fait boum. Oui, franchement, on sent la passion dans les commentaires de Emegei, de notre confrère Emegei. On parle d'autre chose à présent, toujours de sport, et on s'intéresse au Vovinam Viet Vo Dao. Franchement, c'est pas facile à dire. Alors, un championnat national réussi, hein, c'est l'unique de l'année qui a permis donc de préparer les athlètes aux grandes séances. Naturellement, le 6e championnat du monde prévu en juillet 2022 en France. Patrick Dadier nous en dit plus. Ils étaient nombreux. Les Vaucines a investi le forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à l'occasion du championnat national. Des débutants jusqu'à la ceinture noire, les Vaucines ont démontré leur savoir-faire à travers des enchaînements et des attaques défense. Renforcement physique, le développement des réflexes et la compétition pour les athlètes, rien n'a échappé aux membres du jury. D'un niveau technique assez élevé, le championnat a permis de jauger le niveau des athlètes. Si plusieurs médailles et trophées ont servi de récompense aux meilleurs compétiteurs, cette compétition organisée par l'association Vovinam Viet Dao du Côte d'Ivoire a servi de test de préparation et de sélection des meilleurs athlètes en vue de représenter la Côte d'Ivoire au 6e championnat du monde prévu en juillet 2022 en France. On continue de parler d'arts martiaux et cette fois-ci on s'intéresse au Muay Thai. On fait une incursion dans l'univers des tigres blancs de la Riviera. Le Muay Thai qui se développe en Côte d'Ivoire à travers la création de centres au sein desquels se pratique la discipline. Patrick Dadi a fait une incursion dans l'univers des tigres blancs de la Riviera. Son reportage. Bienvenue au clan des tigres blancs Muay Thai de la Riviera Bonomé. Ici, l'entraînement est bien structuré comme dans bien d'autres clubs d'Abidjan. Au programme de la tradition séance d'entraînement du soir, le renforcement musculaire, les échauffements et autres techniques de la mobilisation des articulations. Sous les instructions du coach Kwame Alain du Kirikou, les techniques d'attaque, de défense et de contre-attaque sont passées en revue sous le regard curieux de quelques passants. Quand je vois le niveau physique que ces personnes dégagent, franchement ça me donne envie de pratiquer ce sport-là. Et c'est très important parce qu'en ville on ne sait jamais ce qui tombe et refait, donc c'est très important de savoir se défendre. Personnellement, moi je vais faire 3 mois de reconditionnement et puis après je vais peut-être participer aussi à leur séance de Muay Thai parce que c'est vraiment très intéressant, voilà, très impressionnant aussi. À 36 ans, Kirikou comptabilise 15 ans de pratique de Muay Thai. Dans plusieurs pays comme la Malaisie, la Thaïlande ou le Maroc, le jeune entraîneur ivoirien a accumulé beaucoup d'expérience qu'il entend mettre au service de la vingtaine de combattants que compte son centre d'entraînement, né il y a seulement 5 mois. La fierté du club, ce sont ces 2 athlètes, Koulibaly Lassina et Kona Bouda, récents champions d'Afrique WBC des moins de 63 kg. Dévoués, ils sont également connus pour l'importance qu'ils accordent à l'entraînement. Ici, je m'entraîne très dur. Mon objectif, c'est de devenir un grand champion. Normalement, il doit boxer à bien taille, donc je m'entraîne chaque jour que Dieu fait. La durée, l'intensité et les composantes de l'entraînement dépendent des objectifs et du niveau de performance du Nakoué. Nous sommes là pour se préparer chaque fois, chaque jour. On a un jour de repos, en semaine on va choisir un jour. On définit un jour de repos, puis on se repose et puis après on continue. Vous devez garder en tête que quand vous êtes là pour un objectif, pour un but, vous devez pousser fort, vous devez aller au bout, vous devez accepter tout ce que vous devez faire. C'est ça un champion. Un champion, ça ne s'arrête pas. Pour devenir un athlète aguerri, il faut s'engager dans chaque aspect de l'entraînement. C'est à ce prix que le poulain de Kwame Alain du Kirikou brilleront un jour sur la scène nationale et même internationale.
Bon, on peut dire que le Muay Thai a de beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire et à travers tout ce qu'on vient de voir là. À présent, Ngomble, on va parler de Scrabble. Ngomble qui nous a rejoint sur le plateau. On va parler de Scrabble avec vous et vous avez de belles choses à nous raconter. Ils sont de retour en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les éléphants Scrabblers, le capitaine Guzembe Mathieu et ses coéquipiers, tous souriants, ont atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, auréolé du titre de champion d'Afrique de Scrabble francophone 2022. Au Cameroun, la sélection ivoirienne a brillé dans les différentes épreuves en rapportant 5 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 1 de bronze. Un travail d'équipe qui consacre la Côte d'Ivoire championne d'Afrique francophone après 2016 et 2017. 14 nations ont pris part à ce 6e championnat de Scrabble. À leur arrivée, le président de la Fédération ivoirienne de Scrabble et ses athlètes n'ont pu cacher leur joie, même s'ils sont déjà tournés vers l'avenir. Il fallait rester concentré et toujours garder le niveau haut. Parce que jusqu'au dernier jour, tout pouvait se renverser. Ça s'est déroulé sur 4 épreuves. Voilà, c'est 4 épreuves. Donc à la 3e épreuve, nous étions 3e. Donc il fallait l'épreuve finale pour pouvoir faire sortir un mot extraordinaire de 9 lettres qui nous a permis de décrocher la médaille d'or. Au mois de juillet, nous devons participer au championnat du monde qui va se passer en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Et donc nous exhortons justement nos tutelles pour que la Côte d'Ivoire puisse participer à ce championnat du monde. Voilà, on l'a vu, hein, ils sont de retour hein, et auréolés de titres qu'on a ici sur le plateau. Ngomble. Et le capitaine avec nous, dites-nous, finalement, est-ce que ça a été facile de s'imposer, on va dire, au Cameroun, parce que vous êtes champion d'Afrique 2016-2017, on va dire que c'est finalement une habitude pour vous maintenant? Oui, on peut le dire comme ça. D'abord, merci de m'avoir donné ce temps d'antenne. Moi, c'est Zembege Mathieu, comme vous l'avez dit, le capitaine de l'équipe nationale de Scrabble. C'est vraiment toujours très difficile d'aller gagner des médailles au Cameroun, comme vous le savez. On l'imagine. Voilà, que ce soit au Scrabble, au football ou tout autre, c'est vraiment difficile. Et cette année, je dirais vraiment que la compétition était vraiment relevée. Comme vous l'avez signifié tantôt, 14 nations voilà, à la conquête du sacre. C'était vraiment compliqué, mais on a dû vraiment sortir, vraiment, comme on le dit, tous nos katas dans le jargon du Scrabble pour pouvoir avoir ce 3e titre. Et vous y êtes allé vraiment franco hein, pour ramener ce titre. On va continuer à échanger dans quelques petites minutes. Ngomble, vous permettez qu'on aille à Matin Express et on se retrouve pour refermer l'émission ensemble. Voilà, Info Express de ce jour qui nous emmène tout droit à Douala au Cameroun où nous retrouvons notre confrère Cédric Tchakoutio. Cédric, bonjour, merci d'être en notre compagnie. L'actualité chez vous, c'est la production du pain enrichi à la farine locale qui est désormais une réalité. Bonjour Renaud, bonjour à Abidjan. En effet Renaud, avec la crise sanitaire du coronavirus et la guerre en Ukraine qui entraîne une rareté de blé sur le marché local camerounais, et des consommateurs même ici au Cameroun ont décidé de produire, de consommer local. Et on parle de la production du pain en mode manioc, en mode patate et en mode mie, c'est-à-dire et ainsi que depuis les boulangers et les pâtissiers ont décidé de faire et de produire leur pain, leur beignets pour désormais vendre à la population camerounaise. La farine de patate et de manioc se manipule facilement comme la farine de blé. On peut le manger sans avoir de problème. Par contre, nous avons une qualité de personnes ici dehors qui ne peuvent pas manger le blé. Pourquoi on dit? Parce que le blé a un produit, une substance qu'on appelle le gluten. On parle là de 20% de farine, 20% de blé et 20% de consommation patate. C'est en mode tout simplement, comme je vous l'ai dit encore, en mode de patates qui vont faire désormais la production camerounaise pour désormais vendre ça au Cameroun. Et puis, Cédric, il y a malheureusement un drame qui s'est produit à Ndokoti, c'est toujours au Cameroun, un camion qui a perdu ses freins et qui a fait 5 victimes. Journée noire ici au Cameroun, Renaud. La route fait des morts hier dimanche matin
au lieu dit tunnel d'Okoti dans la ville de Douala, aux environs de 10 heures, qu'un camion perd ses freins, traînant ainsi le décès de 3 chauffeurs de taxi et beaucoup de blessés graves qui ont été conduits dans les hôpitaux environnants. Les informations qui circulent et viennent vers nous, eh ben, on donne tout simplement et dire aux familles attristées nos sincères condoléances. Et quant aux usagers de la route, faire très attention lorsqu'ils sortent et conduisent leur voiture, de faire toujours un check-up sur leur voiture pour qu'un tel incident ne puisse plus arriver. Attention, c'est le maître mot sur toutes les routes du monde entier. Et puis on referme ce numéro de Matin Express avec vous en parlant de basketball. Eh bien, le FAB Basketball est qualifié pour les demi-finales du tournoi de basket African League. Un véritable exploit pour cette équipe, Cédric. Exploit, les Camerounais ont validé leur ticket pour les demi-finales de la BAL 2022. La FAP Basketball de Yaoundé l'emporte en quart de finale contre l'équipe de RGC Basketball Club, qui est le club bien sûr du côté de Rwanda, sur un score de 66 à 63. Il faut le dire que c'est ce club de FAB Basketball de Yaoundé réalisé là un véritable exploit, parce que c'est la toute première fois qu'ils arrivent au stade de cette compétition et donc va réaliser un record arrivé en finale. C'est ça notamment qui va se dérouler la semaine prochaine. Voilà, merci à Cédric Tchakoutio qui nous répondait depuis le Cameroun. Ngomble, notre champion de Scrabble, oui, on dit avec nous, on félicitations referme l'émission avec lui. Mathieu, capitaine de l'équipe nationale, triple médaille d'or 2016, 2017, 2018, vice-champion du monde 2019. Waouh! On va dire dans le mois de juillet, vous représenterez la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Un mot rapidement. Oui, je dirais que c'est toujours un plaisir de défendre vaillamment la couleur du drapeau ivoirien. On a fini cette étape-là du Cameroun. Maintenant, nos yeux seront tournés vers la Coupe du Monde où il y aura la crème mondiale du Scrabble francophone. Nous devons d'abord rapporter beaucoup de médailles, comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, merci pour toutes ces médailles. Merci à Ngomble Konaté qui est venu partager avec nous ces moments au cours de cette émission. On souhaite bonne chance à nos scrabbleurs nationaux pour la suite des compétitions auxquelles ils vont participer. On veut vous dire merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Matin Bonheur, premier de la semaine. On vous souhaite une très belle journée sur RTI 1. Merci pour votre fidélité au programme de la chaîne nationale. À demain.